Attention, attention, le podcast des Petites Frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Bienvenue au podcast Les Petites Frousses où on parle de morts insolites et de phénomènes inexpliqués. Yes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une peur que je pense partager avec plusieurs, qui est celle de l'idée d'un écrasement d'avion. Mon classique. Ouais, on la partage, en tout cas nous deux. Félix n'a pas l'air trop stressé par ça. Hein? Non. Non, hein? Fait que je vais vous raconter une histoire que je pourrais qualifier d'incroyable, mais qui s'est déroulée en 2005 et qui me hante depuis le début de mes recherches. C'est pas irrésolu, on sait ce qui s'est passé, mais il y a quand même une petite couche de mystère. Vous allez comprendre en cours de route. Alors, avant de tomber dans les crashs d'avion en bonne et due forme, on va se lire un petit avis Apple Podcast. Félix, je te laisse aller, mon homme. Donc, l'avis nous vient de Madame Parapluie. Elle dit « Podcast incontournable ». Le jour où ils ont décidé de faire un podcast devait être une merveilleuse journée car je m'en passe plus. Très grande qualité de recherche, ambiance amicale qui me donne souvent le sourire aux lèvres même si les sujets sont tragiques. Je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment un petit parti pris pour Joanie. Bon, je l'écouterai sans arrêt me jaser. Catherine LG, maman de 2 jeunes enfants de la région de l'Estrie. Bien, merci beaucoup, Catherine. C'est moi qui ai choisi la vie. Hein. J'avais le goût de me donner un peu de fleurs. Mais merci beaucoup, Madame Parapluie. J'espère qu'un jour, tu deviendras Madame Soleil parce qu'en tout cas, tu as mis du soleil dans ma journée. OK, bye. Merci. Puis avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre un instant pour parler de qu'est-ce qui constitue un accident d'avion, un écrasement d'avion. Genre, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Pour mieux comprendre, tu sais, c'est quoi un écrasement d'avion? OK. On va parler de quelles sont les causes les plus fréquentes, comment survient la mort lors d'un écrasement d'avion, quels sont les moments les plus dangereux lors d'un vol et quelles compagnies ont été les plus touchées par les écrasements d'avion. Fait que premièrement, les causes les plus fréquentes des accidents d'avion, c'est à 55 % l'erreur humaine, genre erreur de pilotage, 17 % défaillance mécanique de l'avion, 13 % conditions météorologiques défavorables, 8 % sabotage, fait que acte volontaire, terrorisme, puis 7 % autre cause, erreur au sol, contrôle aérien ou cause inconnue. Hey, 55 % du pilote. Ouais. Tu fais confiance à genre 2 personnes là, qui vont te mener à bon port. Je connais rien en aviation, mais le fait qu'ils prennent des petites siestes, là, Ouais. puis des fois, les deux dorment. Oui, ben c'est ça qui est arrivé en Colombie. Veux-tu le raconter, Félix? J'ai On revient de la Colombie? On l'a raconté les- sur Patreon, mais raconte-le. Que les 2 pilotes, là, On s'est on rendu... les a vus comme dormir dans une espèce de tente, ou je sais pas trop, mais pas une tente, là, mais il y avait comme une espèce de... C'est comment qu'on pourrait appeler ça? Une bâche, Comme là, si c'était une genre de tente, de cabine là, fermée dans la classe à faire. Là, On a vu un aller, puis on se disait, mais ça doit être un étudiant pilote, genre. Là. Les deux sont en avant. Puis à un moment donné, on a vu un deuxième rentrer dans le petit temple. On était comme, La tente était fermée, les deux étaient là-dedans. Ben, faisait la chill. sieste. Et on disait, personne pilote l'avion pendant qu'on survole le triangle des Bermudes. Ben, il était peut-être 3. Ouais, c'est ça, je me suis On dit. sait pas. Ouais. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans l'aviation, là, une hôtesse de l'air ou peu importe, qui pourrait nous dire, on s'entorche, là, c'est pas grave. Ouais. Je sais pas. Mais c'est l'angoisse quand même, là. Ouais, parce ouais, que là, vraiment. j'étais là, je suis pas bien. Je suis pas bien. S'il arrive une petite bosse. Moi, tu sais, j'aurais wipé à ce moment-là. Là. J'ai passé proche, mais j'étais en première classe, fait que j'ai fermé ma gueule, puis j'ai bu du vin rouge à volonté. Ah, non. Moi, j'ai wipé une couple de fois dans l'avion. C'est ça mon problème. Genre, je suis là, puis je me dis, OK, je suis correct, je vais embarquer. You got this. Je respire, je fais mes exercices de respiration, je suis rationnelle. Je suis comme, là, je suis assise, ça va. On décolle. Après 2-3 minutes, j'ai des fourmis dans le visage. Je commence dans les dents. Tu sais, là, j'ai plus de contrôle, ça. J'ai beau me dire que j'ai pas peur. C'est une crise On de dirait que panique, mon là. corps, C'est viscéral, là. il veut pas croire ma tête. Ouais. Mais ça m'est arrivé 2 fois, ça. Mais sinon, la dernière fois que je suis allée en avion pour le travail, c'était correct. Tout s'est bien passé. Moi, le vol que j'ai eu le plus, la chienne, c'est Québec-Montréal. Ça brassait tellement, j'avais l'impression qu'on le planchait à l'arrache en bas, là. Méchant gros. Genre, j'étais pas vol. capable de parler, là. J'étais pas capable de penser. Tu sais, à un moment donné, on était penchés, là. L'aile était vers le sol. Puis là, Félix filmait. T'es comme, regarde. Puis j'étais comme, non, tu comprends pas. Je suis morte, là. Je suis morte, là. Je pense que j'existe plus. C'est des petits avions, ça. Oui, ça brasse. Mais tu sais, on a pris un vol au Maroc. C'était, en tout cas, pour rejoindre 2 villes, là, c'est un petit avion de même. Smooth. J'ai dormi. J'ai réussi à dormir genre en 15 minutes. C'était tellement smooth.
Ouais, ça dépend, mais en tout cas, c'est pas plaisant. Puis en revenant du Maroc aussi, un moment donné, je me rendais compte, je sentais le moteur arrêté. Je vous jure, sur ma fucking vie, j'ai senti le moteur arrêté. On planait vers la fin du voyage. Je pense qu'on a manqué de gaz. Ben non. Je te jure. Oh, tu me l'as même dit, le moteur a arrêté. Non, Il mais y c'est avait juste plus que de je pense son dans qu'ils ont l'avion. comme diminué sûrement la vitesse. Là. Il est sur l'idle. Ben là, Chris, c'est la première fois que ça arrive. Puis aussi, quand on était en Colombie, maintenant, on a pris un petit vol. Puis là, on s'en allait pour atterrir. Puis là, un coup sec, on remonte. Mais là, on était toutes pas assis. On était 6 personnes à ce voyage-là. Puis on était toutes pas assis ensemble. C'est un petit vol low cost. Là, Mais ça parlait là juste je en me tourne vers espagnol, Félix. qu'on comprenait pas. Ouais, dans le micro. Déjà qu'on comprend pas, même quand c'est en français, puis en anglais. Je me tourne vers Félix et on dirait qu'on remonte. On a Ben, remonté. On C'était tournait pas en genre, rond. on dirait, là, l'avion était comme. Il a redonné plein gaz vers le haut, là, genre, comme quand on décolle quasiment. Ah, Il ça remontait fait vite. peur. Là, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu de quoi, là, qui pouvait pas C'est la météo. atterrir, Il faisait tout. comme une tempête. Fait que il n'y avait pas le choix de remonter. Ça, c'est Parce que stressant. dès mais qu'on ça. commençait à un peu trop descendre, on sentait en fait que il y avait beaucoup comme de turbulences. Là, on aurait dit là, l'avion shakeait beaucoup. Fait qu'il y a comme. Je pense qu'ils ont comme dit de reprendre de l'altitude puis de tourner autour de l'aéroport en attendant. Ouais, là. parce que dès qu'on descendait, là, les fenêtres étaient pleines de pluie. Là. C'était comme trop sketch. Mais j'ai pas aimé ça. Ah non, moi, tout, j'aurais détesté ça. Ouais. Mais moi, j'ai déjà atterri dans une grosse tempête. Là. Je pense que je l'ai déjà raconté. En fait. Suisse, hein? Non, mais je revenais de l'Est. J'étais en Espagne, puis je revenais comme en France. Puis il y avait. C'est où qu'on atterrissait? Je me souviens même pas. Où, en tout cas. Puis il y avait comme une. Mettons, nous, ça l'arrêtait une tempête hivernale, là, avec de la neige et tout ça, mais c'était comme. Il fait pas assez froid, fait que c'était de la pluie, mais avec des gros vents, genre de 120 km/h. Je pense l'avion, là, elle faisait comme ça. Mais là, vous pouvez pas voir, mais elle ballottait comme de. Elle se gauche à balançait. droite, Comme elle un descendait. pendule. Ouais, comme un Des poches pendule. d'air, en plus. Ouais, le monde, ça faisait des signes de prière, ça ouais. criait, ça pleurait. Hey, ça, là, quand ça arrive dans l'avion, là. Non. Les choses à bagages, il y en Ça a fait qui ont une chaîne. ouvert. Hey! Non. Ça, je connais quand même pas mal de personnes à qui c'est arrivé. Ouais, c'est. Tu sais. Mais ils disent que c'est moins dangereux. Le moment le plus dangereux dans un vol d'avion, c'est quand tu te rends à l'aéroport en char. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent tous. C'est ce qu'ils disent. Non, je le sais, là, écoute. Mon Mais quand beau-père même. était dans l'aéroport, là, il travaillait là. Ouais, c'est vrai. Il arrêtait pas de me rationaliser ça, là. Ouais, Ça ouais. marchait pas. Ouais. Il y en a, là, ils sont tellement casual là, en avion. Là, ils sont comme, yes, tu vas pouvoir dormir. Puis je suis comme, non, mais moi, je suis trop vif. Moi, ça me stresse vraiment pas. Aucune inquiétude. Mais on se disait ça en voyage, justement. On n'aime pas ça, prendre l'avion. Là. J'avais personne qui aime ça. T'es dans les airs, t'es à la merci d'une grosse calice d'affaires Juste en parce métal. que c'est long, là, le voyagement est long, c'est fatigant. T'es pas T'es nécessairement inconfortable. très confortable, tu manques de sommeil. T'as pas accès, mettons, à manger quand tu veux nécessairement. Il n'y a pas un Tim Hortons on the way. Là. Ouais, t'as pas des Ouais, un toilettes. petit 2-2, là. T'es pas dans ton confort, mais ça fait partie de voyager, disons. Ouais. Ouais, pas le choix si on veut voir des belles places. Ouais. Outre notre place de vie, quoi. Fait que pour revenir aux causes, les accidents d'avion arrivent presque jamais à cause d'un seul facteur isolé. Ils sont presque toujours le résultat d'un enchaînement de plusieurs circonstances défavorables. En aviation, ce principe s'appelle le modèle du fromage suisse. Oui, je connais. Ah ouais? Mais Ben oui. Ah! C'est les trous. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est une théorie développée par Jim Reason. Puis c'est une métaphore qui veut comparer que chaque tranche de fromage est comme un facteur de risque. La fatigue, la météo, problèmes techniques, manque de formation. Tant que les trous de tranches de fromage ne sont pas alignés, les erreurs sont rattrapées. Ouais. Mais lorsqu'ils s'alignent tous, l'accident devient possible. Mmh. D'après la Bibliothèque nationale de médecine, le modèle du fromage suisse est également utilisé comme métaphore pour illustrer les erreurs en milieu médical. Maintenant, comment meurt-on d'un écrasement d'avion? Selon une étude faite par l'Organisation pour la science et de la technologie de l'OTAN, lors d'un écrasement d'avion, la cause principale de blessures subies par les passagers est due à la décélération brutale qui se produit au moment de l'impact, que ce soit sur le sol ou avec l'eau, mais Oui. contre l'eau. Ce qui veut dire que dans le fond, tu vas super vite, puis d'un coup, tu passes de 0 km/h. C'est ça. Quand un avion s'écrase, il passe en une fraction de seconde d'une vitesse très élevée à un arrêt complet. Ce choc exerce des forces énormes sur le corps humain. Ben, C'est sûr. Mais ça fait ça, ouais, c'est ça. La structure de l'appareil absorbe une partie de l'énergie en se déformant, en se brisant ou en s'écrasant. Donc, les passagers subissent généralement des forces moins importantes que l'avion lui-même. La capacité du corps humain à tolérer une telle décélération dépend de plusieurs facteurs. La durée de l'impact, la force exercée, la direction du choc, mais aussi des éléments personnels comme l'âge, le sexe, la forme physique ou la corpulence de la personne. OK. Juste, dans le fond, là, ce que tu expliques avec l'avion, c'est exactement le même
qu'avec une voiture. Ben oui. Les Oui. vieilles voitures avant, ils étaient comme faites plus solides, puis c'était le corps humain qui mangeait tout l'impact. Puis maintenant, c'est comme tu dis, la voiture va se déformer vraiment pour que ça soit plus elle qui absorbe le choc. Ouais. Puis le corps humain va être un peu plus protégé. Là. Fait que c'est exactement le même principe. C'est juste que, mettons, avec une voiture, tu roules peut-être à 100 km/h, puis avec un avion, ben, c'est plus du 800-900 km/h, je pense. Ouais. C'est vite. Le choc est plus fatal. Là, Surtout quand t'arrêtes d'un coup sec. Là. Ouais. Tu sais, souvent, des fois, tu vas prendre un accident d'auto, tu vas foncer dans un garde-fou. Fait qu'elle n'arrête pas complètement, mais là, c'est un arrêt là, complet, là, ils désintègrent là, quasiment. Là. Et tu nous parlais, mettons, de la différence quand tu rentres dans de l'eau ou sur de la Non. terre? OK. Non. OK. Mais c'est l'impact est le même. OK. Parce que ça verge autant. Là. Tu sais, quand tu frappes de l'eau fort, là, ça claque comme un sol. C'est la même affaire. Moi, ma grande peur, en fait, avec un vol d'avion, c'est que ça s'écrase dans l'eau puis qu'on se noie, puis qu'on est pris dans l'avion. Ça, c'est moi, si ça me hante, j'en rêve la nuit. Ben, c'est comme une double phobie. Ouais. Voici les 3 blessures les plus répandues après un écrasement d'avion. En troisième position, on retrouve les fractures de la colonne vertébrale qui sont présentes dans 45 des victimes. Chez 45 des victimes. Ensuite, on a les traumatismes crâniens qui représentent environ 2/3 des cas d'accidents mortels d'avion. Souvent, c'est ce type de blessure qui cause le décès. En première place, nous avons les blessures au niveau du thorax qui sont les plus répandues et qui touchent 80 des victimes. Ces blessures provoquent souvent des traumatismes au cœur et aux vaisseaux sanguins. Près de 48 des victimes présentent une rupture cardiaque, fait qu'une déchirure du muscle cardiaque. Et dans 35 des cas, une déchirure de l'aorte, la plus grosse artère du corps. Avec, disons, des bouts métalliques, des débris comme de l'avion qui se détruisent. Tu peux manger une valise sur la tête, là, un petit carry-on qui débarque des Comme la tête choses sur un aussi, siège, là. c'est ça. T'es comme... Tout devient dangereux, dans le fond. Oui, c'est ça. Tout est un projectile. Ouais, c'est ça. Comme en auto, là. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils disent bien, faut pas te mettre des affaires lourdes en arrière. Une boîte de Kleenex peut te tuer. Ouais. Quelle compagnie aérienne commerciale a le plus d'écrasements à leur actif? En date de 2024, je vais aller d'eux qui en ont le moins. Là. Tu fais à ceux qui n'ont un le plus. décompte de combien de compagnies? 7 OK. compagnies. Fait qu'il y a Egypt Air avec 6, United Airlines avec 7, Pakistan International 8, à égalité Korean Air puis China Airlines, j'ai eu de la misère à le dire, mon Dieu, avec 9, les deux 9. Et en première position, 2 compagnies à égalité, American Airlines puis Air France. Qu'on va prendre Air France en septembre, Félix puis moi. L'angoisse. Cool. Ouais. C'est des gros vols. Hein. Quels sont les moments les plus dangereux en vol? On dit toujours que c'est au moment d'atterrir ou de décoller. Ouais. Selon les données de Boeing, qui sont entre 2005 et 2014, voici la répartition des accidents mortels selon les phases du vol. 13 au décollage, 8 durant la montée, 27 en croisière, fait que vol stable en altitude, Quand même. 7 durant la descente et l'approche initiale et 38 durant l'approche finale et l'atterrissage. OK, fait que c'est l'atterrissage, c'est vraiment pas tant le décollage. Ouais, ça te dérange pas, on se crache à terre. Je vais mourir vite. Ouais. Mais il y en a plus que ce que je pensais juste dans l'air. C'est 27, t'as dit. Oui, mais ils disent que les turbulences n'ont jamais causé un écrasement d'avion. OK, mais c'est quoi d'autre? C'est probablement un bris Un d'équipement. oiseau? Là. Ben, à 37 000 pieds, je pense pas. Il n'y a pas d'oiseau. Fait que c'est peut-être plus un moteur qui prend feu ou une cause mécanique, sûrement plus. Manque de Que gaz. météorologique. Là. Souvent, tu es en haut des Une tank qui nuages, coule. fait que tu n'as pas de pluie. J'imagine que c'est vraiment ça. Là. C'est plus une cause mécanique quand tu es en plein vol. Là. Parce que, non, c'est sûr que c'est ça. Il n'y a pas d'oiseau à 37 000 pieds. Il fait genre moins, je sais pas quoi. Puis il n'y a pas... on a besoin comme d'un masque à allemand que l'oxygène est... Je pense, là. Je m'avance peut-être. La cabine est pressurisée, on dit. Ouais. À cause de l'altitude. Ouais. Fait que, je pense pas qu'il y ait d'oiseaux, là. C'est ça que je voulais dire. Non, OK. ça fait sens. Oui, ça fait sens. OK. Ça fait sens, Félix, puis plus. Fait qu'en sachant tout ça, on est prêt à se lancer dans l'histoire de l'écrasement du vol Helios 522. Le 14 août 2005, le vol 522 de Helios Airways fendait l'air à 34 000 pieds d'altitude. Parti de Chypre à destination de Prague, l'avion tournait en rond au-dessus d'Athènes sans qu'aucun contact radio n'ait pu être établi depuis plus d'1 heure. L'état-major grec a alors déployé des avions de chasse F-16 pour intercepter l'appareil. Lorsqu'un des pilotes militaires est parvenu à apercevoir l'intérieur du cockpit, il a remarqué que les sièges des pilotes étaient vides. OK. Fait que ça, c'est l'histoire que je vais vous raconter de qu'est-ce qui s'est Fait passé. que dans le fond, il n'y avait plus de pilote dans le poste de pilotage ou, disons, il n'était pas visible par les avions de chasse. Genre. Ouais. Ouais. Intéressant.
Fait que commençons du début. Ils OK? faisaient leur sieste comme on a vu dans le fond. C'est ça. Ils dormaient? Non, mais en tout cas. Plusieurs événements sont déroulés avant que la tragédie survienne. Tous liés au même appareil. C'était un Boeing 737-300 de la compagnie Helios Airways. Le 13 août 2005, l'avion décolle de Londres en direction de Lacarna, à Chypre. Durant le vol, l'équipage entend des cognements provenant d'une porte arrière située du côté droit de l'appareil. Il remarque aussi que le joint autour de la porte est gelé. Cette anomalie est inscrite dans le carnet du défaut de cabine de l'avion. À l'atterrissage à Lacarna, vers 1h25 du matin le 14 août, l'information est transmise au commandant de bord. Prenant la situation au sérieux, il demande qu'une inspection complète de la porte défectueuse soit faite avant le prochain vol. Ça, c'est le prochain vol étant le vol où il y a eu l'écrasement, dans le fond. Fait que ça, c'est correct. Ça a été... Jusqu'à date, ils ont bien géré ça. L'homme chargé de cette inspection s'appelait Alan Irwin, un ingénieur britannique expérimenté. Alan a suivi la procédure standard. Lui et son équipe ont effectué une vérification visuelle de la porte, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. La porte a été ouverte et refermée à plusieurs reprises. Ils ont ensuite réalisé un test d'étanchéité de la pressuration de la cabine. Pour réaliser ce test, il fallait activer manuellement le système de pressuration de l'avion parce que l'avion est au sol. Fait qu'ils peuvent pas... Il faut qu'ils simulent la pressuration comme s'il était en vol. Genre. Ouais, c'est ça. L'ingénieur a utilisé un bouton situé dans le cockpit appelé le sélecteur de mode de pressuration qu'il avait réglé sur la position manuelle. Ce système est indispensable en vol parce qu'il permet de maintenir une pression d'air adéquate dans la cabine lorsque l'avion monte en altitude. Mais en mode manuel, mais là, c'est toi, il faut qu'il l'active. Ouais. C'est comme, mettons, il y a une switch que tu mets soit, mettons, manuel automatique, puis après ça, il faut que tu pèses, mettons, sur un bouton pour que ça soit correct. C'est ça. Quand c'est en manuel. OK. Oui, c'est ça. D'après Alan et son équipe, tout semblait fonctionner normalement. Mais un détail crucial va leur échapper. Après le test, le sélecteur de pressuration serait resté en mode manuel. Le dimanche 14 août 2005, à 3h15 du matin, l'appareil est autorisé à effectuer son vol prévu à 6h à destination de Prague, en République tchèque, avec une escale à Athènes. Tu sais qu'on va faire le même vol, quasiment. On va faire une escale à Athènes pour aller à Prague. C'est pas vrai? Ouais. Ouais, mais vous savez que statistiquement parlant, comme c'est déjà arrivé, ça réduit vos chances que ça vous arrive. Ça... Ouais. Hey, c'est vrai. Ah non, parce qu'on part de la Crète pour aller à Prague. Mhm. Calice. Ce qui devait être un vol de routine a failli ne pas avoir lieu, ce qui est tragique quand même, parce que 1 heure avant le décollage, à 5 heures du matin, l'équipage du vol 522 est arrivé à l'aéroport pour effectuer un briefing avant le vol. L'équipe de cabine devait être composée de 4 agents de bord, mais 2 d'entre eux étaient tombés malades et ont dû s'absenter. Oh! La compagnie aérienne s'est retrouvée à chercher des remplaçants pour compléter l'équipage à la dernière minute. Luisa Volterra et Andreas Prodomou ont été appelés en urgence pour assurer le service à bord. Andreas, c'est un homme, là. Il a failli refuser, mais il a fini par accepter parce que sa petite amie, sa fiancée, Aris Charalambous, faisait partie de l'équipage. Fait qu'il a accepté pour être avec elle. J'ai pas réussi à trouver le nom de la 4e agente de bord, mais selon le rapport d'accident, elle aurait été dans la vingtaine. Dans le cockpit se trouvaient 2 pilotes. Le commandant de bord Hans-Jürgen Merton, un Allemand de 59 ans qui avait atteint les 16 900 heures de vol, et le copilote Pempos Haralambos, âgé de 51 ans. Il avait atteint 7 549 heures de vol. Qualifié. Les deux avaient déjà piloté un Boeing 737 comme celui qu'elle allait piloter pour le vol 522. Il cumulait... Un Boeing 737, c'est pas si gros en plus, là. Ben, c'est ça, il disait que c'était un petit vol. Là, Ouais. routine. C'est un petit C'est vol. Ensemble, ils cumulaient près de 25 000 heures de vol, un chiffre censé témoigner de leur expérience. Mais leur travail était loin d'être impeccable. Selon un article du journal Cyprus Mail publié en 2009, le commandant de bord Hans Merton avait été congédié par la compagnie britannique Jet2, et ce, seulement 3 mois avant son embauche chez Helios Airways. Il aurait été renvoyé pour des manquements répétés aux procédures standards d'opération. Hans aurait été responsable d'un écrasement près d'Athènes 5 ans auparavant. Ben Oh, shit. non! Ouais. Quand Hans a été engagé, Helios Airways n'a jamais demandé de référence à ses anciens employeurs et ne savait rien au sujet de son passé professionnel. Pour ce qui est du copilote, Pempos Haralambos, il avait fait l'objet de plusieurs remarques émises par les instructeurs concernant des problèmes de discipline et sur sa tendance à négliger les procédures de préparation au vol. Pempos était tristement réputé pour son manque de rigueur lors des étapes préliminaires. Puis je vais vous revenir sur c'est quoi ces étapes préliminaires parce qu'ils vont jouer quand même un gros rôle dans cette histoire-là. Oh my God, je suis quand même... C'est tellement pas une job que tu peux être butcher. Ben là. non, c'est ça. Genre, fais d'autres choses, mon amour. Ouais. Tu peux pas te permettre de négliger ça, là. C'est C'est parce ça. que t'as la sécurité de plusieurs T'as personnes. tellement de vie entre tes mains, là. Puis déjà, là, que tu te fasses renvoyer d'un airline, là, pose-toi des questions. Là. T'es peut-être pas à la bonne place. Là. Ouais, puis là, des petits avions là, pour des gens riches, puis... Genre, Prends ta fais du retraite. patrouillage là, d'avion ou des trucs de même. Là. Sois Tiens. professeur, au pire. Mais non, c'était... En tout cas, regarde. Non. Finalement, sois professeur. Fait que pour revenir sur Pempos, le copilote, dans ses dernières évaluations périodiques, on peut lire ceci.
Standard atteint, mais avec une large marge d'amélioration. Certaines difficultés sont observées dans les tâches complexes. Recommandation, approfondir la compréhension de l'utilisation du système de pilotage automatique et d'assistance au vol. Oh. Fait que, tu sais, il y avait des problèmes connus répétés. En plus de tous ces problèmes, on peut dire, Hans et Pempos, donc le pilote et le copilote, ne s'entendaient pas bien. Il y avait une tension entre les deux et ça créait une drôle de dynamique. Selon les témoignages de la famille et des proches de Pempos, il s'était plaint à plusieurs reprises du comportement du commandant Hans et était rendu au stade où il cherchait activement un autre emploi à cause de ça, mais aussi à cause de la structure organisationnelle de la compagnie aérienne Helios Airways. Fait qu'ils étaient souvent en duo, si je comprends C'est ça, bien. c'est ce que je comprends. Puis quand ils travaillent ensemble, ben, ils s'en duraient pas. OK. Ça va Ouais. bien. Hey, là, la théorie du fromage, là, Elle est là. c'est parce que là, c'est ça. Il y en a un qui est un peu botcheux, il y en a un qui a un peu de la misère, puis là, les deux s'entendent pas. Ça fait Ouais. 3 facteurs réunis juste là. Ouais, puis là, tu ajoutes à ça qu'il y a peut-être une switch qui a mal été fermée. Ça fait Il y a 4. beaucoup de trous qui s'alignent. Pour ce qui est des préparatifs que j'ai mentionnés, ça inclut une liste de vérification pré-vol. En aviation, la liste est une procédure essentielle qui peut littéralement faire toute la différence entre un vol sécuritaire et un drame. Leur but à ces listes-là, c'est d'éviter toute erreur humaine. Selon l'AOPA, l'Association des propriétaires de pilotes d'aéronefs, l'origine de ces listes remonterait à 1935 à la suite d'un écrasement d'avion causé par une simple erreur évitable. Depuis cet incident, les listes sont devenues une norme universelle dans le monde de l'aviation car elles permettent de réduire considérablement les risques liés à la complicité des procédures de vol. Mhm. Sur ces listes, les pilotes y trouvent une série de tâches à accomplir et de points inspectés dans un ordre déterminé. Cette liste est précise et adaptée en fonction du type d'appareil. Les pilotes et les membres d'équipage doivent obligatoirement la suivre avant le décollage. Parmi les vérifications à effectuer avant le décollage, l'une des plus importantes est de s'assurer que le sélecteur de pressuration est bien réglé en mode automatique, ce qui permet à la cabine de s'adapter automatiquement à l'altitude pendant l'ascension. Dans le cas du vol 522, les pilotes Hans et le copilote Pempos ont bâclé cette étape. Le sélecteur du mode de pressuration, qui devait être réglé sur automatique, est resté en mode manuel. Certains estiment que ce serait le léger retard accumulé par le vol 522 qui aurait poussé Hans et Pempos à accélérer le processus de vérification. Mais il y avait seulement 7 minutes de retard. Oh mon Dieu. Fait que c'est pas une heure, là. Non, non. Pressés, supposément de rattraper le temps perdu, les deux pilotes auraient survolé les étapes de la liste et n'auraient pas remarqué que le sélecteur de pressuration était resté en mode manuel. Là, moi, là, je me dis juste, faire la vérification quand tu as autant d'expérience qu'eux, là, Ouais. ça doit, si tu la fais bien tout le temps, à ce stade-ci, ça doit être comme un muscle memory, là, que tu y penses pas, c'est une habitude, c'est un réflexe. Fait que tu fais toc, 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 tes enchaînes, tu sais. Mhm. Mais là, ça me sonne une cloche que il devait pas tout le temps être assidu là-dessus. Mais comme de fait, normalement, il est en marche, ce truc-là, puis tout va bien. Ouais, peut-être qu'ils ont pris bien des affaires pour acquis parce que d'habitude, c'est toujours correct. C'est ça. Mais cette liste-là, faut pas juste que tu la saches par cœur. Faut vraiment que tu la lises. Mettons, une personne Mhm. la lise, puis l'autre personne check, puis là, ta coche. C'est vraiment méticuleux. là. Mhm. Ils ont clairement... Mais ils ont fait comment? C'est bon, OK, on y va, là, on est en retard, on a 7 Il y minutes, en a on y va. un qui a coché, puis l'autre a dit, Ouais, vas-y, ouais. avance. Ouais, on y va. Fait qu'à 6h07 du matin, avec 7 minutes de retard, l'avion a décollé de l'aéroport de Lacarna. À bord se trouvaient 115 passagers, dont environ un tiers étaient des enfants. Il y avait 6 membres d'équipage, 4 agents de bord, les 2 pilotes. Il y avait 121 personnes en tout dans l'avion. Mm. À 6h11, le commandant Hans a établi un contact avec le centre de contrôle régional de Nicosie. Le contrôle aérien a alors autorisé le vol 522 à poursuivre son ascension vers son altitude de croisière fixée à 34 000 pieds. L'avion a paisiblement continué sa montée. En apparence, tout se déroulait normalement, mais le fait que le sélecteur de pressuration était toujours réglé sur le mode manuel empêchait le système de réguler automatiquement la pression dans la cabine. Ce qui veut dire qu'à mesure que l'avion montait, plus le taux d'oxygène chutait. Mhm. Puis ça, personne s'en rendait compte. Parce qu'à un moment donné, tu viens un peu dizzy, là. Ouais, je vais y venir sur le phénomène exact de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour un vol d'avion. Les signaux d'alerte indiquaient que l'altitude dans la cabine était anormale et ces signaux étaient visibles sur le tableau de bord. Mais ni le commandant, Hans, et ni le copilote Pempos n'y ont prêté attention. C'est dommage. Ça me choque, là, à date, là. Ouais. Il y a trop de trous. Selon l'enregistreur de données de vol, ou plus communément appelé la boîte noire, une alarme stridente s'est fait entendre dans le cockpit à 6h12 alors que l'avion atteignait les 12 000 pieds. Cette alarme est la même pour 2 situations distinctes. 1. Avertissement de la configuration au décollage, mais qui peut seulement survenir lorsque l'avion est au sol, jamais en vol. Ou 2. Cette alarme peut servir à prévenir d'une dépressuration imminente ou en cours. Les pilotes Hans et Pempos étaient convaincus qu'il s'agissait de la première option. Un avertissement de configuration de décollage, même s'il n'était pas au sol. Pour eux, il n'y avait rien d'inquiétant. Ils pensaient que c'était sans doute un bug ou un problème technique. Mhm. Ils n'ont même pas considéré l'option que l'alarme signifiait une dépressuration et que la situation était critique et que les masques à oxygène devraient être enfilés immédiatement. Ah, c'est... Vous comprendrez qu'ils n'ont pas mis leur masque à oxygène comme ils l'auraient dû. Une autre Ok. erreur fatale.
À 6h14, alors que l'avion atteignait les 16 000 pieds, Hans a contacté le contrôleur aérien de l'aéroport de Lacarna pour signaler ce qu'il pensait être un faux avertissement de configuration décollage. Le contrôleur était confus parce que ça se pouvait pas que cette alarme-là sonne pour la raison que le pilote lui donnait. Mhm. Le contrôleur a donc transféré l'appel à Alan Irwin, l'ingénieur qui avait inspecté l'appareil avant le décollage. Mhm. Dès qu'ils ont été mis en contact, Anne mentionne à Alan qu'une lumière indiquait un problème avec le système de ventilation et de refroidissement venait d'apparaître sur le tableau de bord. En gros, ça voulait dire que les ventilateurs de refroidissement étaient éteints. Alan le rassure en lui disant que c'est tout à fait normal. Quelques instants plus tard, Anne se contredit en disant à Alan que non, le système de ventilation et de refroidissement n'est pas éteint. Fait que c'est comme pas clair, c'est très confus. Là, Il commence à manquer d'oxygène. Alan était perplexe. Il s'est dit que les pilotes confondaient deux signaux, celui de la ventilation et celui du sélecteur de pressuration. Fait qu'Alan a demandé, je cite, « Capitaine, pouvez-vous confirmer que la pressuration est réglée sur automatique? » Ni Hans ni Pempos n'ont répondu à cette question. Hans et Pempos étaient distraits et ne pensaient qu'au ventilateur de refroidissement. Ben voyons donc. Alan a une fois de plus demandé au capitaine de vérifier le sélecteur de pressuration. Mais Hans a ignoré sa question et a plutôt voulu savoir où se trouvaient les disjoncteurs du système de refroidissement. Alan lui a alors répondu que ce bouton-là, il se trouvait en arrière de son siège. Pendant ce temps-là, alors que l'avion atteignait les 18 000 pieds d'altitude, un autre voyant lumineux s'est allumé dans le cockpit pour signaler que les masques à oxygène venaient d'être déployés dans la cabine des passagers. Dieu Oh, merci. shit. À 6h20, 13 minutes après le décollage, Alan n'obtient plus de réponse de la part du capitaine. Alan était encore un peu confus, mais croyait avoir répondu à toutes les questions du commandant Hans, donc il est retourné chez lui. Ce qu'Alan ignorait, c'est que le commandant Hans et le copilote Pempos souffraient d'hypoxie au moment de leur conversation. C'est ça. Selon les Instituts nationaux de la santé, l'hypoxie désigne un état où les cellules et tissus de l'organisme ne reçoivent pas assez d'oxygène pour fonctionner correctement. Ce manque peut avoir des conséquences graves, en particulier sur le cerveau et les organes vitaux. Lorsqu'il s'agit d'hypoxie liée à l'altitude en avion, elle représente un risque majeur parce que ça se passe très rapidement. Ben oui. Le corps humain tolère très mal une chute soudaine au niveau d'oxygène. Mais là, ça me fait penser que si les passagers, eux, ont eu leur masque, eux sont encore conscients et présents s'ils l'ont mis. Oui. Fait que là, il y a juste le cockpit en avant que là, il n'y a plus personne qui est fonctionnel, mais tout le monde en arrière est conscient. Mais attendez, je vais vous montrer à quel point l'hypoxie, c'est rapide, OK? Les effets de l'hypoxie varient selon l'altitude et le temps d'exposition. Dès les 5000 pieds, la vision est la première chose affectée, suivie par le manque de coordination. À 18 000 pieds, les effets s'aggravent significativement. Désorientation, confusion, irritabilité, difficulté à respirer, tachycardie, euphorie et même perte de conscience. Vers la fin de la conversation entre le commandant Hans et Alan, l'ingénieur, l'avion avait atteint les 18 000 pieds. Fait qu'il était pas mal dans cet état-là. là. Ouais. Autant dans la cabine que dans le cockpit. À ce stade-là, les pilotes Hans et Pempos étaient trop confus pour comprendre ce qui se passait. À partir de 24 000 pieds d'altitude, une personne qui souffre d'hypoxie peut perdre connaissance en seulement 1 à 5 minutes, à moins d'avoir pu mettre en place les max oxygène d'urgence. Fait que si t'as pas eu le temps de le mettre, t'es d'invape. À partir de 35 000 pieds d'altitude, ça peut prendre seulement 30 secondes. Dans la cabine, les passagers subissaient eux aussi les effets de l'hypoxie. Heureusement, il y avait accès à des masques d'oxygène, mais il était conçu pour seulement fournir 12 minutes d'air respirable par personne. Un fait particulièrement déchirant, c'est que les adultes ont tendance à épuiser l'oxygène plus rapidement que les enfants. Fait que les enfants sont plus conscients longtemps que les adultes de ce qui se passe. Terrible. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé à bord pendant ce moment-là, mais il est difficile d'imaginer autre chose que de la confusion puis de la panique. Les agents de bord se sont probablement assis à leur poste, comme le veut la procédure, en étant pleinement conscients et conscientes que l'oxygène allait bientôt manquer. Ils ont sûrement attendu que les pilotes entament une descente d'urgence vers une altitude sécuritaire, comme le veut le protocole, mais aucune descente allait se produire. Au contraire, l'avion qui était toujours en pilote automatique a poursuivi sa montée vers les 34 000 pieds. Fait Qu'est-ce là, que tu fais dans ce temps-là? Tu peux rien Est-ce faire. que tu vas voir dans la cabine puis tu dis je Mets vais ton prendre casque. les commandes? Mais tu peux pas piloter, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment Ben, tu fais tu pour fais ouvrir ce la que porte? Hey, Peu. t'as-tu vu les pitons dans un cockpit? Je sais. Tu peux rien faire. Tu peux pas encore rien faire. L'idéal, ça aurait été que quelqu'un rentre dans la cabine puis qu'il leur mette un masque. Et c'est quelque chose que, encore là, Ça le les aurait... mystère, ça n'a pas été fait drôlement. Mais c'est sûrement parce qu'ils étaient trop confus. Dites-vous, Pas là, en ce long. moment, là, dans l'avion, là, il y a les 2 pilotes qui sont capoutes. Ils sont tombés dans les pommes, quasiment certains. T'as les membres d'équipage, les 4, Qui, eux, sont conscients à 100 de à ce qui se 100 de passe. ce qui se passe. Ils sont comme on attend que ça descende, mais ils continuent de monter puis ils comprennent Ouais, pas. ils Mais comptent les minutes, ils oui, savent. eux, ils là. savent là, que les minutes, ça achève. Là. Puis il y a peut-être déjà du monde qui est tombé dans les pommes qui se sont comme endormis à cause de l'hypoxie. Fait que là, je vais faire une chronologie des événements en se fiant à l'enregistrement des données de vol.
À 6h23, l'avion a cessé de monter et s'est stabilisé à une altitude de 34 000 pieds. À 6h29, le répartiteur de la compagnie Helios, celui qui avait reçu l'appel du commandant Hens un peu plus tôt, a communiqué avec le centre de contrôle de Nicosie à Chypre. Il a expliqué qu'il n'avait pas réussi à reprendre contact avec le vol 522 depuis 9 minutes. Le contrôleur au sol de Nicosie a à son tour essayé d'établir un contact avec le vol 522. Entre 6h30 et 6h34, le centre de contrôle aérien de Nicosie a lancé plusieurs appels vers le vol sans jamais obtenir de réponse. Ils ont même essayé de prendre contact avec le vol via d'autres avions qui étaient proches, mais pas de réponse non plus. Fait que personne n'était capable d'entrer en contact avec eux. À 6h35, le centre de contrôle aérien de Nicosie a voulu essayer autre chose. Ils ont demandé par radio au vol 522 de régler leur transpondeur sur la position stand-by. Ce changement aurait pu confirmer que l'équipage pouvait recevoir des messages, mais pas d'envoyer un message en retour. Tu sais, pour voir si c'est pas un problème de radio, dans le fond, qui fait qu'ils répondent plus. Mais aucune réaction, aucune réponse. À 6h36, le système de radar a détecté l'avion dans l'espace aérien d'Athènes et était désormais pris en charge par les contrôleurs aériens grecs. À première vue, rien semblait anormal. L'avion volait normalement, ce qui portait à croire que le problème était un problème de communication causé par la radio à bord, parce qu'il n'avait pas avisé le contrôleur aérien d'Athènes qui entrait dans leur espace aérien. Ouais. C'est contraire Comme à il la aurait dû le procédure faire, habituelle, là. Ben c'est oui. ça. Les Grecs, ils ne devaient pas être au courant non plus de la Non, situation. c'est ça. Eux, ils savent Ils ont pas. aucune clairement. crise d'idée, Ils là. font juste, c'est quoi, là? Ils nous avertissent pas puis ils nous répondent pas. À 6h39, un nouvel appel radio a été lancé par le centre de contrôle aérien de Nicosie sur la fréquence d'urgence, mais aucune réponse de la part du vol 522. À 6h40, Nicosie a contacté le contrôleur de planification à Athènes en lui demandant « Est-ce que Helios vous a appelé? » Et le contrôleur aérien d'Athènes a répondu « Pas encore ». Pendant les 40 minutes suivantes, le centre de contrôle d'Athènes et de Nicosie, ainsi que plusieurs avions présents dans la région, ont tenté de joindre le vol 522 par radio. Selon le rapport d'accident, plus de 30 tentatives de contact ont été lancées et toutes ces tentatives ont échoué. À 7h16, le contrôleur radar d'Athènes informe le superviseur du centre de contrôle aérien d'Athènes pour les aviser de la panne de communication radio du vol 522. À 7h20, le vol 522 a entamé ce qui semblait être une approche pour atterrir. Mais à la stupéfaction des contrôleurs d'Athènes, l'avion a lentement fait demi-tour et s'est dirigé dans la direction opposée. Fait qu'il est comme revenu sur ses pas. Il fait une boucle puis il est revenu sur ses Il pas. peut faire ça sur le pilote automatique. C'est comme si il s'était mis en attente pour atterrir, comme on a fait en Colombie. Le vol 522 s'est mis à faire des boucles dans le ciel, encore et encore, pendant que les contrôleurs d'Athènes observaient la scène avec confusion. À 7h53, le centre de contrôle d'Athènes a déclaré une phase d'alerte au centre de coordination des secours. À 8h23, lors de la 6e boucle du vol 522, 2 avions de chasse F-16 de l'armée de l'air hellénique, donc grec, ont été envoyés pour voir ce qui est en train de se passer à bord. L'un des pilotes a effectué plusieurs manœuvres autour de l'avion dans le but d'identifier pourquoi il y avait une absence de communication radio. Aucune anomalie extérieure, comme les dommages structurels, un feu ou de la fumée, n'a été observée. À 8h32, les pilotes F-16 ont informé les services aériens de la situation. Personne ne pilote l'avion. Oh. Le copilote Pempos était visiblement inconscient, presque étendu sur les commandes. Et le siège du commandant était vide et le capitaine Hens était introuvable. Ce n'est que plus tard qu'on a découvert qu'il s'était évanoui en cherchant l'interrupteur derrière son siège. Pour la Ça a pas été ventilation. long, hein? Il est tombé en faisant un effort, genre. Toujours selon le rapport d'accident, les 2 pilotes de F-16 ont ensuite décrit comment tous les passagers étaient assis, complètement immobiles avec des masques à oxygène qui pendaient inutilement au-dessus d'eux. Fait qu'ils n'ont même pas réussi à les mettre. Il y a juste 3 personnes qui ont réussi à mettre leur masque. Il était déjà trop tard quand ça Il l'a était trop sorti. tard, ouais. Il y aurait seulement 3 passagers, 2 à gauche de l'appareil et 1 du côté droit. C'est les seuls qui ont été aperçus avec des masques à oxygène au visage. Donc, voici une citation des 2 pilotes. Ils étaient assis, immobiles à leur place avec un masque d'oxygène à leur visage. Ça, c'est les 3 personnes. C'est à ce moment-là que j'ai vu d'autres masques à oxygène pendre des compartiments au-dessus des passagers. Même si la cabine était sombre, je pouvais distinguer l'ombre des tuyaux et des masques projetés par la lumière du jour qui entrait par les fenêtres de l'autre côté de l'avion. À 8h34, le centre de contrôle aérien d'Athènes a officiellement déclaré la phase de détresse. En aviation, la phase de détresse est le niveau d'urgence le plus critique défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Elle est déclarée lorsqu'on a la certitude qu'un aéronef et ses occupants sont en grave danger immédiat, comme lors d'une panne majeure ou d'une perte de contrôle ou d'une menace imminente d'un crash. Autant les pilotes de F-16 que les services au sol étaient impuissants face à ce qui allait inévitablement se passer. À 8h49, pendant la 10e boucle, l'un des pilotes de F-16 aperçoit un mouvement inattendu dans le cockpit. Un homme vêtu d'une chemise bleue pâle et d'un gilet foncé est entré dans le cockpit et s'est installé dans le siège du commandant. OMG! Il portait pas de masque à oxygène. Hein? L'homme a ensuite placé un casque d'écoute sur sa tête. Les pilotes des F-16 ont désespérément essayé d'attirer son attention, mais l'homme dans le cockpit n'a pas réagi. Il semblait vouloir se concentrer sur le poste de commande. Derrière cet homme mystérieux, le pilote de F-16 a observé le copilote Pempos se redresser le haut de son corps un instant avant de retomber. Fait qu'il combattait l'hypoxie. C'est déjà genre. un miracle. Ça
Ça fait longtemps, là. Hey! Presque au même moment, à 8h49 et 50 secondes, l'enregistreur de données de vol indiquait que le moteur gauche s'était éteint. Simultanément, un des deux pilotes de F-16 a rapporté avoir vu ce qui semblait être du carburant s'échapper du même moteur. L'avion a brusquement viré à gauche, vers le nord. Parce qu'il y a comme un des deux moteurs qui fonctionnait Il y a plus. un des moteurs qui a lâché, il manquait de gaz. Presque aussitôt, l'appareil a amorcé une descente vertigineuse. Oh boy. Les deux pilotes comprennent enfin que l'homme dans le cockpit n'était ni le commandant ni le copilote, Mhm. mais Andreas, un des agents de bord qui Ouais. avait accepté de remplacer un collègue malade Oh shit. le matin même. Quel king, mais ça me surprend qu'il n'y avait pas un masque. Mais je pense qu'ils sont attachés, il ne peut pas se Oui, déplacer mais il y a des avec. bonbonnes que tu peux avoir portatives, mais en tout cas, c'est Peut-être un autre ouais. mystère de pourquoi Mhm. il n'a pas été pris. Mais c'est la confusion à cause de l'époxy, là. Ah, c'est clair. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Andreas n'était pas qu'un simple membre d'équipage, il était un pilote qualifié. No way! Ouais, et de toute évidence, il essayait de reprendre le contrôle de l'avion pendant qu'il descendait à environ 1500 pieds par minute. Hey! Le problème, c'est que Andreas n'avait jamais piloté un Boeing 737. Ouais. Il pilotait des plus petits avions d'habitude. Andreas ne réagissait toujours pas à aucune des tentatives désespérées des pilotes de F-16 pour attirer son attention. Par moments, Andreas semblait se pencher vers l'avant comme s'il voulait se rapprocher des commandes, mais ça se peut aussi parce qu'il était faible. Hey! L'avion se dirigeait vers une trajectoire nord-ouest, tandis que les deux F-16 gardaient leur distance à cause des manœuvres erratiques du Boeing 737. À 8h54, l'enregistreur des données de vol a capté 2 appels de détresse. Un Mayday, mais c'était pas sur la bonne fréquence radio, fait qu'Andreas parlait dans le vide. Je vous lis un bref passage du rapport d'incident. Ça dit quelques secondes plus tard, un autre Mayday est enregistré prononcé par une voix très faible. On se rappelle qu'il n'y a pas de masque. À 8h59, alors que le Boeing 737 frôlait les 7000 pieds du sol, le moteur droit de l'avion s'était à son tour. Oh. À cet instant, Andreas a tourné la tête vers l'un des pilotes de F-16. Pour la première fois, il semblait reconnaître leur présence. Le pilote lui a fait un signal de la main lui indiquant de les suivre jusqu'à l'aéroport. La réponse d'Andreas a été très simple. Il a simplement levé la main et a pointé vers le bas. Ce geste-là démontre qu'il savait clairement qu'il ne pouvait rien faire et qu'il allait s'écraser bientôt. Oh my God! En me fiant aux données de vol citées dans le rapport d'accident, j'ai pu reconstituer les signaux, les alarmes qui sonnaient dans le cockpit à ce moment-là, OK? Je vais vous faire écouter comment ça sonnait dans T'es le... normal un DJ? Regarde, remix bitch. Fait que ça sonnait comme ça. Sync rate, pull up, sync rate, pull up, sync rate. Ouf, hein? C'est qu'est-ce qu'on aurait pu s'imaginer, dans le fond, hein? Une grande angoisse avec tout plein de sons qui veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis t'es clairement en train de perdre connaissance. T'es Là. semi-présent, là. Ça aide à être semi-présent, j'imagine. Ouais, mais tu était clairement conscient parce qu'il a pointé vers le bas. Genre. Ben, l'adrénaline devait tellement être forte que ça a dû comme contrebalancer certains effets. Là, c'est Peut-être. sûr, là, t'étais comme... Ouais, puis c'était le seul qui était conscient dans l'avion aussi. là. Mhm. Le seul, il savait qu'il était tout seul. Il a vu tout le monde, les enfants, les passagers, ses collègues, sa femme, sa future femme. C'est Passager. fou. Sa fiancée était là. C'est... Ah, Il a dû se dire, je vais essayer de récupérer l'avion parce que le crash, tu sais pas où tu tombes non plus. Moi, c'est comme ma deuxième question. Là. Il va s'écraser, mais il va s'écraser où? ouais, il peut s'écraser sur une maison. Là. À ce stade-là, l'avion se dirigeait droit vers le sol et très rapidement. Il y a un échange radio entre les pilotes de F-16 et le centre de contrôle pendant qu'ils y assistent, dans le fond, les pilotes de F-16. Et là, ils disent, à fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe pendant qu'ils voient, genre. Mhm. Un des pilotes de F-16 rapporte que l'avion se trouvait à 5000 pieds. Puis rapidement, il dit 2500 pieds. Puis ensuite, Et- d'une voix paniquée, on dirait que l'avion va s'écraser au sol. L'avion se dirige droit vers le sol. Ben, Puis là. on entend l'impact dans l'audio. Altitude. Mayday, Mambo, έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους. Mayday. Έχει προσκρούσει σε κορφή βολού. Mayday. Quand le Boeing entre en contact avec le sol, un des deux pilotes crie « Mayday, nous avons un écrasement d'avion civil ». Mais imagine là, le gars qui conduit le F-16 là, qu'on entend. Là. Lui, il a fallu qu'il aille ratterrir après ça. Là. C'est... Tu Ouais, retournes ouais. chez vous là, après. Là. À 9h03, le 14 août 2005, le vol 522 s'est écrasé sur une colline à environ 33 km d'Athènes, tuant instantanément les 121 personnes à bord. Il y avait des débris carbonisés, des valises et des corps éparpillés sur le flanc de la colline et dans un ravin. 111 des passagers étaient originaires de Grèce ou de Chypre, tandis que 4 autres étaient d'origine australienne. C'était une petite famille, un couple dans la trentaine et leurs 2 enfants, âgés de 10 et 9 ans. Le couple avait confié leur plus jeune fils, âgé de 2 ans, aux parents du père à Chypre pendant leur voyage.
L'écrasement d'avion a malheureusement rendu ce jeune garçon orphelin. Pauvre petit poussin. Il a tout perdu sa famille. Un responsable de l'aviation civile d'Athènes a déclaré que la plupart des personnes à bord étaient vivantes, mais inconscientes pendant la dernière heure environ du trajet. Mhm. Le rapport médico-légal conclut que les victimes se trouvaient dans un coma profond et irréversible. Ouais. Pourtant, un homme a déclaré qu'il avait reçu un message texte de son cousin qui se trouvait à bord juste avant le crash, dans lequel il disait que le capitaine était devenu tout bleu et que la température dans l'avion avait chuté. Il fait très froid, là. Le monde était congelé, là. Les sources du ministère de la Défense ont indiqué que la plupart des corps récupérés étaient figés par le froid. Hank! À des altitudes supérieures de 30 000 pieds, une décompression brutale peut faire chuter la température à l'intérieur de l'avion en dessous de zéro. Oh! 2 questions se posent au sujet de l'écrasement du vol 522. Pourquoi personne parmi l'équipage de cabine n'a tenté d'entrer dans le cockpit alors qu'il possédait le code d'urgence permettant d'y accéder? Puis moi, ça me dit aussi que si le gars, il dit le capitaine est bleu, c'est que la porte était ouverte parce qu'il l'a vu. Ou est-ce qu'il a entendu du monde dans l'équipe de pilotage qui ont dit ça? Genre, c'est ça qui est Ouais. bizarre. Je comprends Comment pas. ça, donc? Est-ce que, mettons, quelqu'un est entré dans le cockpit, sont ressortis, Il y a eu un puis là, contact. ils ont parlé entre 2 agents de bord, puis là, le gars, il a entendu, puis il a contacté ça à son cousin? Hmm. Mais pourquoi ils sont entrés là, puis ils n'ont rien fait? Mais ils étaient confus, ils étaient complètement désorientés, là, ils comprenaient même plus ce qui se passait, là. Fait que c'est particulier. Moi, je sais pas si c'est le gars, il écrivait en quelle langue, mais il a peut-être fait une faute de frappe ou il commençait à être mêlé aussi. Peut-être aussi. Tu sais, il y a plein de Mais ça c'est concorde pareil. C'est ça l'affaire. Mais Ouais, c'est ouais, ouais. vraiment bizarre. Puis aussi, une autre question qui se pose, c'est pourquoi il y a seulement 3 des bouteilles d'oxygène portatives disponibles qui ont été utilisées? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas utilisé la 4e? Puis il n'était pas fini, il en restait dedans. Selon le rapport d'accident, leurs valves étaient ouvertes, ce qui indique que quelqu'un les aurait utilisées, mais ignore dans quelles circonstances ni pourquoi aucune d'entre elles n'a été apportée au pilote. Fait que là, je vais vous faire lire un passage. Il n'a pas été possible de déterminer si les membres de l'équipage de cabine ont agi selon la procédure et si oui, si tous l'ont fait. Toutefois, des entretiens menés après l'accident avec d'autres membres d'équipage ont confirmé que tous avaient été correctement formés pour exécuter cette première étape en cas de déploiement des masques à oxygène. La commission n'avait aucune raison de croire que cet équipage aurait agi autrement. Il n'a pas non plus été possible de déterminer si l'un ou l'autre des agents de bord avait tenté d'assister les passagers. Cela ne faisait pas partie des procédures prescrites par l'exploitant, qui spécifiait clairement que les membres de l'équipage devaient rester assis, ceinture attachée. La déclaration du pilote de F-16, selon laquelle il avait aperçu 3 passagers portant un masque à oxygène, tandis que de nombreux autres masques pendaient inutilisés depuis les compartiments au-dessus des sièges, a amené la commission à croire que la majorité des passagers ne les avait probablement pas portés. Le fait qu'un membre d'équipage n'ait tenté d'entrer dans le cockpit que plusieurs heures après le premier signe indiquant une situation anormale à bord a été jugé troublant par la commission. En l'absence de données provenant de l'enregistreur de données d'une plus longue durée, il n'a pas été possible de déterminer si ce membre d'équipage ou un autre avait tenté d'entrer ou était parvenu à entrer dans le cockpit. C'est mystérieux. Il y a des questions qui restent Vraiment. par rapport à ça, c'est très étrange. Il y a des théories qui suggèrent que les membres d'équipage auraient peut-être essayé d'aider les autres passagers avec leur masque d'oxygène avant de mettre les leurs. Ça les aurait incapacités. On se souvient que l'hypoxie peut mener à une perte de conscience rapide en haute altitude. Fait que si, mettons, ils ont juste... On va dire, là, ils ont pris une grosse bonbonne d'oxygène portative, ils ont retiré leur masque pour le donner à quelqu'un pour aller en chercher une autre, puis rendu là, ils étaient incapacités. Ils n'ont pas eu le temps d'aller chercher l'autre, puis ils ont perdu connaissance. 3 heures après l'écrasement, un cadre supérieur de Helios a contacté une entreprise nommée Canyon, spécialisée dans la gestion des conséquences d'une crise majeure, comme les accidents aériens. Le rôle de Canyon est de gérer toute logistique liée à la récupération des corps des victimes, leur rapatriement, la récupération des biens personnels des passagers et de fournir un soutien aux familles des victimes. Le copropriétaire et PDG de la compagnie Canyon, Robert Jensen, et Sean Gate, un avocat de la compagnie, ont rédigé des lettres pour les proches des personnes qui avaient perdu la vie lors de l'écrasement, mais Helios Airways a refusé de les signer et de les envoyer. Robert Jensen a dit « C'est une reconnaissance formelle de la perte du fait que la vie est changée et que pendant un certain temps, elle sera très difficile. Et la compagnie impliquée, bien qu'elle ne soit peut-être pas responsable, a un visage humain. » Sean Gates, l'avocat de la compagnie Canyon, a ajouté « Tout le monde chez Helios avait très peur de sortir du lot. Personne ne voulait dire désolé, car ça pourrait être considéré comme un aveu de culpabilité. » Ouais, oh boy. C'est ça qui arrive, c'est cave, là. C'est vraiment de l'orgueil, là. Ouais, mais c'est aussi de pas se mettre dans la merde, parce qu'il va y avoir une enquête, là. Robert et moi sommes restés éveillés une nuit jusqu'à 2 heures du matin à rédiger les lettres de condoléances, en veillant à ce que chaque formulation soit correcte. Nous l'avons soumise au conseil d'administration de Helios, mais personne n'a voulu la signer. Finalement, aucune lettre n'a été envoyée. Ça aurait été la Cheapette, moindre hein? des choses. Ouais. Ouais. Vous l'avez engagé pour rien faire? Ben, c'est cave.
Là, il y a eu une grosse enquête à savoir qui était responsable de l'écrasement. Parce que lorsqu'un avion s'écrase, chaque fragment de l'appareil est localisé, cartographié et étiqueté. Après cette étape, les découvertes sont soumises à des commissions d'enquête qui examinent, interrogent et tirent des conclusions. Ce processus part du principe que les leçons tirées d'un accident d'avion peuvent prévenir de futures tragédies. Ouais. Mais ça devient aussi une chasse aux sorcières parce qu'il faut un coupable. Selon le rapport d'accident qui contient 182 pages, voici les causes de l'écrasement. Cause directe, pressuration mal réglée, alerte ignorée, équipage incapacité par le manque d'oxygène. Cause latente, problème de gestion, supervision déficiente, formation inadéquate, réponse insuffisante du constructeur. Facteurs contributifs, erreur de post-maintenance, manque de procédure claire, faille dans l'application des correctifs. Donc, qui est le coupable? Boeing a été blâmé pour l'accident. Vous devinez qu'ils ont riposté assez vite. C'est une grosse compagnie, hein? Fait que lors d'une déposition privée devant les tribunaux grecs qui a eu lieu en 2008, l'avocat de Boeing à l'époque, Stephen Preston, a expliqué les raisons pour lesquelles l'écrasement était dû à une erreur humaine et pas la leur. Il a dit « Les ingénieurs d'Helios ont manqué de bon sens en laissant le sélecteur de système de pressuration en mode manuel. » Il a aussi dit qu'un tiers des employés de Helios étaient saisonniers et ne parlaient ni le grec ni l'anglais et que les pilotes étaient de faible niveau, entre guillemets, faible niveau, et leur incapacité à travailler ensemble était bien documentée, en partie à cause de la, je cite, nature autoritaire du capitaine allemand. L'avocat de Boeing aurait finalement déclaré... je peux te le faire là, ça, Kat. L'accident de Helios était le seul et unique accident où les problèmes de pressuration n'ont pas été compris ou corrigés. Les techniciens au sol de Helios n'ont pas suivi correctement la procédure de Boeing. Pas moins de 16 erreurs distinctes ont été commises par le personnel au sol, l'équipage de cockpit et l'équipage de la cabine. Si une seule de ces erreurs n'avait pas été faite, l'accident ne serait pas survenu. C'est beaucoup d'erreurs. Puis il dit une de ces erreurs qui n'aurait pas été faite, donc 15 sur 16, puis il n'y aurait pas eu d'accident. Ouais. Là, à ce moment-là, la prochaine théorie sur la cause de l'accident serait l'erreur humaine. Fait que l'attention s'est dirigée vers le chef pilote Yanko Stominov, responsable de la formation des pilotes, ainsi que le commandant de bord, feu Hans-Jürgen Merton. Mais la majeure partie du blâme a été attribuée à Alan Irwin, l'ingénieur qui avait inspecté l'appareil avant le décollage et qui avait communiqué avec le pilote lors du vol. Parce que sur le site du crash, les enquêteurs ont trouvé que le sélecteur de mode de pressuration était réglé en position manuelle. 4 jours après l'écrasement, le 18 août, Alan a été convoqué au poste de police de la Carna. Il a été questionné et a admis avoir réglé le sélecteur de mode de pressuration à manuel pour faire un test avant le décollage. Les enquêteurs ont interprété ça comme une preuve que c'était resté en manuel durant tout le vol. Au terme d'un interrogatoire de plus de 12 heures, un enquêteur lui a dit « Je vous soumets que c'est vous qui avez laissé le commutateur en position manuelle et causé l'accident. » Même avec ce commentaire, Alan ne croyait pas qu'il serait accusé de quoi que ce soit. Pour lui, il avait fait son travail correctement. Il affirmait avoir réglé le sélecteur automatique après le test et que les enquêteurs ne prenaient pas en considération les effets de l'impact sur le bouton lors de l'écrasement. D'après Alan, le bouton était tourné au-delà de la position manuelle et il y avait des égratignures, ce qui indiquait que ça avait été endommagé lors du crash. Puis c'est vrai, il y a une photo, là, on voit que le bouton il a bien dépassé le mode manuel. Là. Il est vraiment rendu plus loin. Là. Fait que clairement, le bouton est impacté. Mais encore là, ça prouve rien des deux côtés, je trouve. Mais de toute façon, c'est la responsabilité des pilotes de s'assurer qu'ils soient en mode automatique. Oui. Ça fait partie de leur checklist. Puis l'autre point, j'avoue que lui, que Alan a fait une faute là, parce qu'il a oublié. Mais lui, il a dit... possiblement oublié. Ouais. Mais il s'est rattrapé parce que quand il a été en contact avec les pilotes, il a dit « Est-ce que la switch est à automatique? » Il l'a dit deux fois. Vous vérifiez, il l'a demandé. Ouais, 2 fois, il l'a Fait demandé. que ça, c'est comme sérieux, là. J'ai envie de dire épargnez-le à cause de tout ça. Puis même si il est parti chez eux après leur conversation, même si ça n'avait pas été vraiment conclu, mais même s'ils avaient recontacté par après, il n'y aurait jamais eu de réponse. Il Non. était tombé. Non, c'est sûr. Le bouton a été envoyé au laboratoire de Boeing à Seattle pour être analysé. Sous la supervision d'un enquêteur, Boeing a conclu que le bouton était en position manuelle au moment de l'impact. Mais évidemment, Boeing va dire ça parce que sinon, la faute tombe sur eux autres. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu... Il y a un conflit d'intérêt tant qu'à moi. Boeing n'a toutefois pas été épargné parce qu'ils ont été cités dans le rapport d'accident pareil qu'il y avait une faute. OK. Le 7 avril 2008, Alan Irwin a été inculpé d'homicide involontaire. Même s'il a été arrêté 3 ans après l'écrasement, il a été traité comme un criminel depuis bien plus longtemps. Ses enfants l'entendaient parler à l'école. Son adresse a été divulguée dans la presse. Il était suivi par des photographes. Alan a été escorté au bureau du procureur par un homme armé d'une mitrailleuse. C'est un peu too much. Comme si c'était un criminel de guerre. Ouais, c'est ça, le genre. Je ferai jamais prisonnier ce de guerre. job-là. Non, c'est parce que t'as beaucoup. Tu sais, toute erreur a tellement d'impact, là. C'est fou, hein? Le stress de toute cette situation a poussé sa femme, Donna, à sombrer dans l'alcool. Alan a raconté au journal The Guardian l'idée que je finisse incarcérée quelque part, de la laisser seule avec les enfants, a contribué à l'aggravation de ses problèmes d'alcool. Oh. Le couple s'est séparé en 2009 et Alan a obtenu la garde de ses enfants. En attendant son procès, il devait jongler entre son divorce et son nouveau rôle de père solo parental.
Terrible. Le procès a débuté en décembre 2011, 6 ans après le crash. 5 hommes ont été accusés pour l'homicide involontaire des 115 passagers et les 6 membres d'équipage du vol 522. Il y avait Dimitris Padanzis, le PDG d'Helios, Andreas Drakos, le directeur général d'Helios, Yanko Stominov, le pilote en chef d'Helios, Giorgio Kikides, un responsable des opérations de vol, et Alan Irwin. Puis les 2 pilotes, Ben, ils sont morts. Butcher, ouais, mais Ouais, non. ils sont pas tenus responsables du tout. Même Ben, si oui, mais ils sont morts, pas. fait que ça donne rien. C'est parce que c'est plusieurs erreurs enchaînées, c'est ça l'affaire. Ouais, ouais. L'intensité de la haine générée par l'accident était assez intense. Les 5 accusés ont dû faire face à un déchaînement de colère des proches des victimes. Plusieurs ont tenté de frapper les 5 hommes avec des photos encadrées de leurs proches décédés dans le crash. Quand les accusés sortaient du tribunal, les gens leur criaient des trucs du genre « Je veux pas qu'ils meurent, je veux qu'ils perdent des proches pour qu'ils sachent ce que ça fait. » Ouf. Des policiers en civil ont dû intervenir en poussant littéralement les proches des victimes qui bloquaient le véhicule dans lequel étaient les accusés. Les familles frappaient sur les voitures en criant. La colère des victimes collatérales semblait se déverser sur les accusés, qu'ils soient coupables ou non. Le verdict a été rendu le 20 avril 2012. Les 5 hommes ont été condamnés à 121 années de prison chacun, soit 1 année par victime. Ouf. Dans les jours qui ont suivi le verdict, leur peine a d'abord été réduite à 10 ans de prison, puis carrément transformée en une amende de 79 000 € à payer dans un délai de 10 jours. Les 5 accusés ont déposé une demande d'appel. Le 18 février 2013, le tribunal pénal de Nicosie a acquitté tous les accusés de l'ensemble des charges. Alan a raconté ne pas être réjoui de cette décision en disant « Je me sentais engourdi à cause de toutes ces personnes à bord et de l'équipage qui étaient des amis. Je les connaissais depuis des années. Je n'ai pas célébré. Beaucoup de gens avaient perdu la vie. Si l'équipage et les pilotes pouvaient revenir et partager un verre, ce serait le bon jour pour ouvrir une bouteille de champagne. » L'ex-femme de Alan, Donna, n'a pas pu assister à son acquittement. Il est décédé en 2012 d'une maladie liée à sa consommation d'alcool. À ce jour, Alan reste persuadé que Boeing porte une part de responsabilité dans l'accident. Il dit « L'équipage doit assumer une part de la responsabilité car au final, c'est eux qui sont aux commandes de l'avion. Mais si Boeing avait pris en compte les préoccupations antérieures, l'accident ne serait pas arrivé. » Parce que malgré le fait que Boeing semble s'en être sauvé, les familles de 8 passagers du vol Helios 522 ont entamé des poursuites contre eux selon un article de AFX News publié en 2007. Ils réclamaient 76 millions d'euros en dédommagement. Leur avocat, Maître Konstantinos Drungas, a déclaré à l'agence France Presse « Boeing a installé la même alarme pour 2 types de dysfonctionnements différents. L'un étant une panne mineure, mais l'autre, la perte d'oxygène dans le cockpit, est extrêmement grave. » L'avocat a également soutenu que des problèmes similaires avaient été rencontrés sur des avions Boeing dans d'autres pays. Par exemple, lors d'un vol pour Rome en 2000, lors d'un vol vers la Norvège et un autre vers l'Irlande en 2001, lors d'un vol vers l'Espagne en 2004. Tous des compagnies aériennes différentes, mais tous avec des Boeing 737. Heureusement, il n'y a eu aucun écrasement en lien avec ces vols-là, contrairement au vol 522. À cause de ces incidents-là que je vous ai dit avant l'écrasement du vol 522, les enquêteurs ont recensé 10 rapports d'incidents dans la base de données de la NASA au cours de la décennie précédente dans lesquels les membres d'équipage admettaient avoir, ne serait-ce que brièvement, mal interprété une alarme sonore. Ces incidents impliqués Boeing étaient devenus si fréquents que le directeur du système de rapport de la sécurité aérienne de la NASA s'en est mêlé. Mais Boeing n'a rien fait. La poursuite contre Boeing a été réglée à l'amiable et les familles ont reçu une somme dont le montant n'a pas été divulgué. Fait qu'au final, c'est de l'hostie de merde. Puis c'est tellement triste pour Andreas parce qu'il venait juste d'avoir 25 ans. Et selon la chaîne grecque Antenna, il avait accepté un poste d'agent de bord chez Helios Airways après pas avoir été en mesure de se trouver un poste comme pilote. Son grand-père a raconté à la chaîne Antenna « Je lui avais dit que ce n'était pas un bon emploi, mais il a insisté. » Andreas et sa conjointe, Harish Charalambous, tous les 2 agents de bord du vol Helios, étaient fiancés et organisaient leur mariage. Et selon ce que j'ai lu, les corps d'Andreas et du pilote n'ont jamais été retrouvés. OK. Après l'écrasement du vol 522, la compagnie Helios Airways a rapidement pris conscience des dommages causés à sa réputation. Face à la dégradation rapide de son image, les dirigeants ont dû réagir rapidement pour tenter de sauver l'entreprise. Ils ont pris la décision de renommer la compagnie Fly Helios et d'éliminer l'image du dieu soleil qui se trouvait sur la queue de l'appareil. Dans le fond, t'avais le visage du dieu Helios. OK. Sur la queue, là, ils l'ont enlevé parce que là, c'était trop. Je vais vous montrer des photos, là, puis ils vont être publiés sur les réseaux, fait que vous allez pouvoir les voir, mais là, ils se séparaient complètement de cette image. Ils ont rebrand. Oui, c'est ça. Cette transformation n'a pas suffi à restaurer la confiance du public. En mars 2006, Fly Helios est devenu A-Jet. Quelques mois plus tard, la compagnie a suspendu toutes ses opérations et la compagnie aérienne n'existe plus. Bon. Ben, moi, je me demandais à la base pourquoi les dirigeants de Helios étaient. C'était à cause qu'ils ont sûrement fait des enquêtes, puis c'était des gens, c'était désorganisé, puis les embauches étaient croches, puis tout, genre. Je pense que c'est juste parce que c'était à eux autres, genre. C'est leur compagnie, fait qu'ils doivent être responsables. OK. C'est sûr qu'il y avait des problèmes organisationnels, mais Ouais. à quel point, là? Je veux dire, je sais pas.
C'est sûr que je trouve que c'est un peu délicat là, de trouver la faute est à qui. Tant qu'on trouve c'est quoi qui a causé le problème, on dirait... Tu sais, j'ai pas l'impression... C'est sûr qu'il y a quand même eu des négligences à plusieurs niveaux. Ouais. Boeing savait qu'il y avait un problème avec cette alarme-là, ils n'ont rien fait. Ouais. Alan n'a peut-être pas viré la switch après son inspection. Ouais. Mais lui aussi, il a une liste de préparation. Puis c'est pas son genre. Il y avait, tu sais, un dossier impeccable, là, Alan. Après ça, t'as les 2 pilotes, 2 personnes qui regardent mal. Après ça, t'as l'équipage qui, pour une raison méconnue, serait pas allé dans le cockpit et qui aurait pas utilisé les bonbonnes. Parce qu'ils disent toujours dans un crash d'avion, tu mets toujours ton masque en premier avant d'aider les autres. Oui, il faut que tu fasses le Ben, tien avant d'aider ton enfant puis tout. Genre. Tu sais, instinctivement, c'est sûr que ça se passe sûrement pas comme ça, là. Mais ouais, fait que c'est chaud. Comme encore là, la théorie du fromage entre en jeu, hein, parce que c'est plusieurs erreurs. Tu sais, ça aurait pu être évité en partant, là. C'est multifactoriel. Ouais, c'est ça. Je suis sans mots. Ah, c'est tragique, puis... C'est vraiment triste. Mais Andreas, il a fait tout ce qu'il pouvait, là. Imagine de le voir là. Quand j'ai lu ça aussi, je me disais c'est un terroriste, dans le fond. C'est une affaire terroriste, dans le fond, puis genre... Ils ont dû y penser. Ils ont là. dû y penser. Ouais, ils ont dû penser à quelqu'un qui a pris le contrôle de l'avion. Genre, c'est ce qui se passe, il y a une gaz. Mais il n'y avait pas de masque. C'est weird. Tu sais, malgré qu'il décidait de faire tout ça, il n'a pas mis son masque. Écoute, il devait commencer à être mêlé. Oui, en c'est plus, ça. c'est Il en plus, a pris là. un. C'est sûr qu'il en a sûrement mis un en chemin parce qu'il serait plus là. Mais en même temps, il descendait, fait que l'oxygène, c'était moins pire. Il y avait quand même des symptômes d'hypoxie, mais c'était moins intense que quand il était en haute altitude. Là. Mhm. Tu sais, peut-être la bouteille, il l'a pas trouvée, elle a roulé à quelque part. Là. On le sait pas parce que scène de crime, c'est l'avion crashé. Fait qu'ils savent pas où était quoi. L'écrasement du vol 522 a fait 121 victimes. Ce drame n'a pas seulement porté des vies, il a aussi ravagé les familles, détruit des carrières et entaché des réputations. Les familles endeuillées, les collègues dévastés et même les accusés portent le fardeau d'une tragédie qu'ils n'ont pas entièrement causée. Mm-hmm. Pendant des années, chacun a essayé de rejeter la faute sur l'autre, quand pourtant il s'agissait probablement d'une erreur collective. Ce n'était pas juste une question de trouver le coupable, mais comment se relever et de redresser la barre. Cette tragédie souligne les enjeux cruciaux de la sécurité aérienne, de la responsabilité des fabricants d'avions comme Boeing, des erreurs humaines, mais aussi de l'importance d'une gestion de crise efficace. Au final, ce sont des vies qui ont tragiquement été la véritable conséquence. Ouais. Ben là, tu m'aides pas là, avec ma peur de l'avion. Là. Mais C'est je pense sûr que c'était quand même, à certaines parties, une mort très douce parce que le monde dormait. Ils se sont rendus compte de rien. C'est ce que je Sauf les 3 personnes qui avaient mis, qui avaient mis le masque et étaient comme, qu'est-ce qui se passe? Parce que dès que tu vois ça descendre, c'est la panique au village. Là. Panique! Ben là, c'est sûr totale. que si ça m'arrive, je vais vraiment pas être rassurée. Là. Encore moins. Là. Mettons que ça arrive, une situation comme ça, c'est peut-être juste une autre cause. Là. Mettons que ça nous arriverait à nous, là, ça ne voudrait pas dire que les pilotes sont inconscients. Puis en général, Non. j'imagine qu'ils sont capables de faire des manœuvres. Là. Moi, je connais plein de gens que ça leur est arrivé que les masques ont sorti. Là. C'était des turbulences. Ça drop trop. OK, une poche d'air. Ça nous arrivait en allant à Cuba, une poche d'air, et qu'on a descendu. Fait que là, je pense que c'est comme automatique que l'avion pop ses petits masques. Mais il s'était rien passé dans les cas que je vous parle. Ouf, ça fait peur. Ça fait peur. Fait que pour l'after show, on va aller parler d'un incident canadien. C'est l'histoire dans l'autobus Greyhound. Mais c'est pas un crash d'avion. Non, c'est pas un crash d'avion, c'est une autre histoire d'horreur dans un transport. Ah oui, je sais c'est quoi. Ça me dit de quoi, moi, tout, mais Ça s'est passé en quelle année? 2008. C'est très sanglant comme histoire, là. C'est ça, ça me dit de quoi, mais ça, C'est pas un accident d'autobus, dans le fond. Il y a eu, mettons, une victime qui en est décédée, c'est une attaque, dans le fond, quelqu'un qui s'est fait attaquer dans un autobus. Puis le monde ont sorti, puis ils ont assisté à la scène de l'extérieur de l'autobus pendant que la personne... Ça me dit de quoi, ouais? Ouais, je t'en dis pas plus. Je vous compte. C'est quand même très connu, mais je vous en parle sur Patreon. Alors, justement, en parlant de Patreon, pourquoi pas ne pas y aller avec les shout-outs ou comme quelqu'un m'a dit, des pop-up. Tu sais qui tu es, qui m'a écrit ça sur Instagram. On a Jonathan V, Richard A, Marie M, Cassandra L, Catherine L. C'est ça. J'étais partie pour faire la liste au complet ou quoi, là? Merci tout le monde d'être abonné. Merci! J'espère que vous êtes ravis de tous les after-shows et de tous les épisodes bonus que vous avez. Là, on commence à en empiler. Là. J'aime bien ça. J'aime bien cette formule d'after-show. Je trouve que c'est vraiment plus le fun. Fait que c'est ça. Donc, l'avis de disparition de cette semaine concerne Mme Nadia Lantin, qui est portée disparue depuis le 23 septembre 2021. La Sûreté du Québec demande l'aide du public afin de retrouver Nadia Lantin, 51 ans, de Chandler. Elle a été vue pour la dernière fois mercredi le 22 septembre 2021 vers 17h alors qu'elle quittait son travail sur le boulevard René-Lévesque ouest à Chandler. Son véhicule a été localisé jeudi le 23 septembre dans un sentier de la ZEC des Anses. Elle se déplacerait à pied.
Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. La description va comme suit. Taille de 1,60 m, soit 5 pieds 4 pouces, un poids de 73 kg, les cheveux noirs aux épaules et les yeux bruns. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait son uniforme de travail du supermarché IGA. Toute personne qui apercevrait Nadia Lantin est priée de communiquer avec le 911. C'est une fille de mon coin. On va se quitter là-dessus. On va publier des photos de Madame Lantin sur nos réseaux sociaux, puis je vais partager la fiche de la Sûreté du Québec dans la description de l'épisode. Sur ce, merci à tous. On se retrouve sur Patreon pour l'after show. Puis, Merci. on est Ok, toutes... bye. On est Ouais, je suis comme, on j'ai file peur. pas. Ouais. On file pas. Eh bien, merci tous et toutes. Bon voyage. Bye. Bye bye. Bon voyage.